Vous n'avez plus le choix sur France Inter. C'est par Jupiter qui entre chez vous, c'est comme ça? C'est ça. Hein Oui, vous êtes forcé de nous écouter. Bah oui. Exactement. C'est vos impôts en plus, alors ça serait con de pas savoir ce qu'on en fait. Rentabiliser. C'est encore vos impôts. Bah, bien sûr. Merci Laetitia Gaillet pour ces informations. C'est des belles informations. Hein, financées à la source, donc. Oui, tout à fait. Très bien. Merci Laetitia. Merci. Allons-y. Salut Charlie. Salut Guillaume. Dis donc, il est énorme ce bouquin. Ouais, là. tu m'étonnes, c'est un livre de notre invité Daniel Thompson sur son père Gérard Houry. Salut les amis. Mais enfin, là. quelle idée aussi de se coller derrière la porte. Ça va? Oh là là, bah c'est sûr, elle va beaucoup bien marcher maintenant. Ah bah dis donc Guillaume, pour une fois t'es sur le coup, c'est super. C'est le corneau ça. Oui, moi c'est Rabbi Jacob, mon préféré. Moi aussi, je connais toutes les répliques. Daniel ouais Thompson, elle a même voulu en faire une adaptation et ça se serait appelé Rabbi Jacqueline. Mais c'est génial comme idée ça. Et on pourrait faire Rabbi Charline. Bah enfin non Guillaume, Charline n'est pas... Bah, et alors, ça marche aussi, regarde. Vanounacker, vous êtes belge, mais comment Mais vous êtes belge, Vanounacker est belge. Oui, et mon oncle qui rentre d'Anvers, il est flamand. Mais il est pas belge quand même, enfin, pas toute votre famille. Bah si. Bon écoutez, Charline, ça ne fait rien, je vous garde quand même. Ouais, mais c'est trop bien. Et alors moi je fais miou miou parce que je sais trop bien faire mon voile, rendez-moi mon voile. Bah non, Juliette, toi tu ferais l'arabe. Mais enfin Guillaume, Juliette, elle est pas... Et bah quoi? C'est quoi son problème avec les Arabes? Mais non. enfin, mais Juliette, Guillaume, il est pas... Mais non, je suis pas raciste, voilà. la preuve. Attends, je suis de gauche, je suis même révolutionnaire. Je suis pas... La révolution, c'est comme une bicyclette. Si elle n'avance pas, elle tombe. Eddy Merckx. Non, Che Guevara Nounaker. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Tarte-up. Cet open space où la crème de l'actualité est fouettée par la blague. Si hier le Japon saluait son nouvel empereur Naruhito, la dynastie millénaire reste fragile. Il n'y a qu'un seul mâle en situation de lui succéder, Fumihito. Il n'a que 12 ans. Il y avait pourtant une solution, comme a fait l'Angleterre. C'est ma descendance. C'est ma petite filleule. petite filleule. La comédie sociale à la française est un genre qui se déploie sur nos grands écrans et qui rencontre un large public. Dans la comédie sociale, la soupline de l'humour adoucit les sujets rugueux. Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi, j'ai découvert en plastique. Ça doit pas être celle-là, c'est l'autre. L'État de Washington légalise le compost humain qui consiste à transformer le corps en engrais. Même mort, on peut faire pousser les légumes pour des funérailles écolo. Est-ce qu'on peut mélanger par exemple de la poussière de diamant avec mes cendres, un truc comme ça? Voilà. Restez avec nous, car elle l'a testé sur son chien et son père. Donc ça va être intéressant, ne ratez pas ça. C'est Juliette Arnaud. Bonne ambiance. Bonjour quand même. C'est vrai. Alors aujourd'hui Charline, une belle équipe totalement dévouée à notre invité. D'abord nous aurons Thomas VDB, alias le Corneau. Absolument rien à voir avec un défaut d'intelligence, mais avec le chien sur son affiche. Absolument. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors moi, comme vous savez peut-être, cette semaine, on a trouvé une baleine qui était soupçonnée de faire de l'espionnage pour les Russes. J'ai donc parlé de comment bien utiliser les animaux dans ma chronique. Voilà. Enterrez-les et faites-en un pommier. Ensuite, nous aurons Guillaume, mieux connu par son nom de guerre, le cerveau. Et voilà belle mise en pratique tout à fait limpide de la figure littéraire qu'est l'ironie. Oh, dites donc, c'est dommage, c'est bien parti cette histoire. Et ben moi, je suis allé à un rassemblement de la République En Marche, figurez-vous, pour interroger les militants sur leur tête de liste, la fameuse Nathalie Loiseau. Ok, ça voilà, vous avez envie de rigoler? Ouais, j'avoue, ouais, carrément. Et enfin, Clara Dupont-Mono, intitulée dans les milieux autorisés l'As des As pour sa capacité acrobatique à refuser les avances d'Alex Vizorek tout en s'offrant à celle de Flaubert. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. On va parler du livre de notre invité qui concerne un cœur battant et un papa. Et oui, qui est cette invitée? Nous allons le savoir car elle sera l'élément modificateur dans l'histoire. Je vous laisse nous le dire. Vous êtes Daniel Thompson. La France Inter, Charline Vanounacker par Jupiter. Bienvenue Daniel Thompson. Ben écoutez, je suis ravie d'être là. Oh bah, nous aussi, on est très très heureux et on a beaucoup aimé le livre que vous publiez aux éditions de La Martinière. On va avoir l'occasion d'en parler pendant toute l'émission car c'est un livre qui s'intitule Gérard Houry, mon père l'As des As, donc par Daniel Thompson avec Jean-Pierre Lavoignat. C'est un très beau livre illustré. Il y a beaucoup de photos, de documents, de récits. Vous racontez la collaboration avec votre père Gérard Houry
à partir déjà du Cornio, vous donnez quelques idées, et puis réellement, quand vous co-scénarisez avec lui La Grande Vadrouille, on découvre votre modus operandi. Vous racontez l'homme, le comédien, le scénariste, le réalisateur, votre famille, votre maman, l'actrice Jacqueline Roman, votre belle-mère Michel Morgan, et puis les films avec les coulisses, la fabrication, le cerveau, la folie des grandeurs, Rabbi Jacob entre autres. Il y a notamment pour Rabbi Jacob une photo de la page annotée du scénario avec la fameuse scène culte Salomon, vous êtes juif. On voit toutes les petites annotations, etc. On voit que c'est ciselé, hein. Il y a un petit O au crayon qui vient s'ajouter comme ça sur le... Et puis il y a une page du scénario avec les taches vertes de l'usine de chewing-gum. C'est vrai. Vous ouvrez donc les archives familiales. Dans votre cas, ce sont des archives nationales. Quand on voit tous les films et et puis votre famille en général. Donc, est-ce que c'était presque un devoir pour le public et les millions et les millions et les millions de gens qui ont vu les films et qui ont vu et puis aussi votre père, votre maman, votre belle-mère au cinéma? Je pense que c'est un supplément de plaisir. Je pense que comme ces films sont intacts à tous les points de vue, c'est-à-dire que non seulement ils vieillissent merveilleusement bien, mais en plus ils continuent à être vus et revus et avec des succès complètement hallucinants. On s'en lasse jamais. Voilà, et que toutes les générations montantes les revoient, et j'imagine les familles en disant on va le voir 5 minutes, mais on va les montrer aux enfants, et puis en fait ils s'assoient avec les enfants, et puis en fait ils font comme nous tous. Finalement ils restent là et ça réveille des souvenirs de tas d'étapes de leur vie. Donc, vous aussi, ça vous arrive? Moi aussi, ça m'arrive. Oui, bien sûr, ça m'arrive. Comme nous, de regarder, dire allez, je me refais cette scène, et puis voilà. Je vais regarder, puis en fait, voilà, c'est vrai que ça m'arrive parce que je redeviens spectatrice après tout ce temps-là. Donc, et c'est vrai que j'ai trouvé ça passionnant quand les Décisions de la Martinière les éditions sont venues me proposer ce livre, et c'est leur idée. Et en fait, je me suis dit oui, c'est un témoignage, comme je disais, c'est un supplément de plaisir parce qu'on va découvrir aussi bien dans les textes bien sûr, mais aussi beaucoup dans les photos, l'envers du décor, c'est-à-dire qu'on a mis bien sûr quelques photos de films, mais les photos de films, les gens par définition les ont vues dans les images en question, mais c'est les images dans lesquelles se trouve mon père, donc par définition des images de coulisses. De tournage. Et évidemment, le récit des coulisses aussi, et de comment les choses se sont faites, et puis de sa vie aussi à lui, qui est une vie assez inattendue et assez passionnante, avec des tas de choses que les gens ne savent pas. Comme comédien, avec les Cours Simon, par exemple, c'est ça? Voilà, comédien, l'enfance, les histoires de famille, la guerre, les difficultés, les débuts difficiles, et puis la fin difficile aussi. Et puis au milieu, quand même, une merveilleuse histoire. Alors en plus d'être le livre, en plus d'être un cri d'amour et une archive nationale, effectivement, il y a une chose en filigrane que moi je trouve très touchante, c'est que c'est une forme de réhabilitation de votre père. Tout le monde s'accorde à dire que Gérard Houry a fait sans doute les plus grandes comédies françaises. Vous précisez que c'est aussi quelqu'un qui avait une réelle fibre artistique et qu'il était reconnu de son temps et de notre temps par des intellectuels. Il y a une lettre de Truffaut qui lui parle du Cornio, il y a un texte de Desplechin, pareil, qui dit beaucoup de bien. Et il y a ce petit moment où vous parlez de Raoul Dufy qui avait noté la robe mauve de la dame. C'est pas Raoul Dufy, c'est Claude Renoir. Et puis c'est un artiste aussi qui s'appelait Pignon, qui est un merveilleux peintre qui était un grand ami de Picasso, qui a détecté ce détail dans La Grande Vadrouille au moment où il y a ce public de l'opéra avec ses officiers allemands. Bon, on connaît l'histoire, c'est le cas de le dire. Juste avant que ce fameux balcon n'explose. Et en effet, il y avait une figurante qui avait une robe mauve et mon père avait une aquarelle de Dufy où il y avait une tache verte. Et il a vu cette femme avec cette robe mauve, il a fait changer de place, il a dit à son assistant chercher cette dame, mais là, il a voulu que cette espèce de couleur, voilà, c'est le principe même d'une vision artistique, c'est que tout à coup ça change complètement le plan d'avoir cette tache-là. Alors les gens le subissent sans s'en rendre compte, sauf quelques personnes qui sont justement, ou soit des peintres, soit un chef opérateur, qui ont dit « Ah, mais j'ai remarqué la couleur dans ce plan. » Gad Elmaleh, il fait pareil, mais avec des sketchs entiers d'humoristes américains. Oui, il y a un esthétisme dans ces comédies. Et à quel moment vous cessez la collaboration avec votre papa, Gérard Houry? Comment est-ce qu'on met fin à une collaboration avec son père? Parce qu'à un moment, ça arrive. C'est le moment où vous travaillez avec Patrice Chéreau sur La Reine Margot.
Oui, c'est le moment où, en fait, je pense que c'est... Mais je pense enfin, je le raconte probablement assez longuement dans le livre, et c'est un petit peu compliqué parce que à expliquer. Parce que c'est vrai que c'est un moment donné où j'ai eu la sensation, et je pense lui aussi, qu'il y avait une usure, et qu'on avait, je crois, écrit 11 ou 12, ou je ne sais plus combien de films ensemble. 11 films, je crois. Et donc, c'est en effet un moment bizarre et qui s'est finalement très très bien passé entre lui et moi, parce que je pense qu'il s'est aussi dit peut-être que c'était bien de tout à coup s'attaquer à d'autres jeunes auteurs. Parce que vous écrivez avec d'autres. Je commençais à devenir un vieil auteur et donc à être un vieil auteur moi-même. Et puis c'est vrai que j'étais de plus en plus sollicitée. Je travaillais beaucoup avec des tas d'autres metteurs en scène, et je pense que ça a été assez ambigu pour lui d'être à la fois très heureux que tout à coup cette vie professionnelle prenne son élan, parce que j'étais sa fille, sa petite fille, sa grande fille, et que ça lui faisait très 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 plaisir, et en même temps il y a un moment donné où il faut lâcher prise. Alors en général ça se passe quand les gens ont 20 ans, là j'avais beaucoup plus, mais voilà, ça s'est passé très bien passé. Vous le racontez donc dans cet ouvrage, très bel ouvrage, Gérard Horry, mon père, l'as des as, par Daniel Thompson, avec Jean-Pierre Lavoignat, aux éditions de La Martinière, et on vous écouterait pendant des heures. Allez, là on a de la chance, c'est jusqu'à 18h. On en profite. Christophe, Rock Monsieur. Rendez-vous, Eat My Street. I am une goule à faire. Poker, replongé. Money, faites tomber. Mais si vous aimez monsieur, voilà du rock c'est mieux. Rock c'est mieux. Rock c'est mieux. Topu, ravagé. Chanson, tube d'acier. Voiture, j'ai le dossier. Et stop, je suis planté. Mais si vous aimez monsieur, voilà du rock c'est mieux. Rock c'est mieux. Rock c'est mieux. Le joint, colombier. Rasmote en suqué. Téléphone dérangé. J'commoune comme pas vrai. Mais si vous aimez monsieur, voilà du rock c'est mieux. Rock c'est mieux. Rock c'est mieux. Costume mal coupé. Cheveux mal rasés. Galère comme je t'aime, I am, joli garçon. Mais si vous aimez monsieur, voilà du rock c'est mieux. 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 Roxy, 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 Roxy. Quand même. Non, on n'a pas le sens artistique. Je viens de dire le disque est rayé. Mais on a un problème de vinyle. Oui, alors Juliette, c'est de la radio quand le rouge s'allume. On est à l'antenne. On ne le prévient pas. Donc, quand vous dites que j'ai pas le sens artistique, quand même, j'anime une émission sur France Inter. J'aimerais que les gens pensent quand même un minimum que bon. C'est vrai que les gens étaient convaincus que vous aviez un sens artistique, oui, et bon, là, tout foutu en l'air. Donc Daniel Thompson, la fille de Louis de Funès, est avec nous. C'est pas le timing, là. Daniel Thompson est avec nous. Elle publie un magnifique ouvrage. Quelqu'un m'a posé la question l'autre jour au salon du livre. Vous êtes la fille de Funès? J'ai dit non. Donc n'insistez pas parce que... Non, on voudrait pas. Vous savez, à l'ère des fake news. Pour entourer Daniel Thompson. Alors, pour entourer Daniel Thompson, il y aura Thomas VDB, suivi de très près par Guillaume Meurice. Oui, bien sûr. Et enfin, Clara Dupont-Moreau. Bonsoir. Ça, c'est pas obligatoire. Et de l'information, matinée de petites blagues.
Quand vous décidez, vous votez. Quand vous décidez qui va décider, vous renoncez à voter. Le journal de presque 17h10. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Et on commence bien sûr avec les titres. Oui, on reviendra sur les manifestations d'hier. 1 milliard de manifestants selon la CGT, 12 selon la police. On parlera aussi de la dernière déclaration d'Éric Ciotti. Et Éric Ciotti, 125 milliards de neurones selon lui, 4 selon la CGT. Il y aura des brèves. Oui, il y aura environ 25 000 brèves. Mais j'ai recompté moi-même. Ah oui, c'est votre comptage. Oui, c'est mon comptage à moi. Ouais. Alors, on commence avec un gros clash. C'était ce matin sur France Inter dans la matinale. Ouais, l'invité était François Asselineau. On l'écoute. Monsieur Philippot, encore une fois, c'est un coucou, vous savez, qui s'installe comme ça dans le nid créé par les autres. Bam! Putain! Le clash Philippot-Asselineau. 0,3% des voix contre 0,5%. Octogone, direct. Politique toujours. Emmanuel Macron a reçu hier à l'Élysée 400 professionnels des métiers de bouche. Des professionnels qui travaillent avec leur bouche. Donc Bruno Roger Petit, Dominique Seux, Laurent Delahousse. Non, mais non, les métiers de la restauration. Ah d'accord, oui, d'accord. Donc tout ce qui est plat, les légumes, tout ça. Il y avait Marlène Schiappa ? Bah non. Non, donc pas de quiche a priori au menu. Il y avait Darmanin ? Bah non, je crois pas. Non. Donc pas de Fayot non plus au menu, d'accord. Bon. Politique toujours. Oui, alors Éric Ciotti a répondu à la fameuse question qu'on se posait hier. Qu'est-ce que c'est l'art d'être français ? Pour moi, l'art d'être français, c'est diminuer, voire aujourd'hui radicalement diminuer l'immigration. Eh ben c'est quand même pas compliqué, putain. L'art d'être français, c'est d'être détendu de la xénophobie. Voilà, tout simplement. Gilet jaune, Maxime Nicole, alias Fly Rider, a annoncé qu'il allait écrire un livre. Et on pense bien fort à tous les correcteurs d'orthographe dans les maisons d'édition. Voilà, cœur sur votre futur burn-out. International à présent. Au Mexique, une députée suggère de vendre de la bière chaude pour lutter contre l'alcoolisme. Juliette Arnaud dépose plainte au tribunal international de La Haye. Industrie, la production de Peugeot 405 a repris en Azerbaïdjan et ils ont un petit peu de retard. Et il paraît qu'en Azerbaïdjan, vous pouvez aussi acheter les mêmes chemises que Guillaume Meurice. Oh, c'est moi qui fais le journal, s'il vous plaît. Vous avez vu ça, Charline ? Non, mais attendez, on en est où là? Calmez-vous, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous. Drame à présent. Des passagers qui allaient en Espagne ont dû débarquer à Brest à cause d'un incendie. Bah oui, ils ont dû avoir peur, très peur. Ah bah oui, et maintenant le plus dur commence. Ils sont à Brest. Oh putain, l'enfer. Norvège, à présent, curieuse découverte. Thomas va nous en parler tout à l'heure. Une baleine blanche suspectée d'avoir été entraînée par la Russie pour espionner. Une baleine espionne? Oui, c'est ça, nom de code 007 AC. Excellent. Oh, putain, excellent. C'est génial. Les amateurs de jeux de mots se régalent. Jeu de mots pourri encore. On va parler Frédéric Fromet. Ce chanteur humoriste d'une émission de France Inter qui s'appelle Par Jupiter est visé par une plainte du CSA émanant de Christine Boutin. Eh oui, elle n'a pas apprécié la chanson intitulée Elle a cramé la cathédrale. Eh ouais, tout notre soutien à Christine, évidemment, contre ce blasphémateur de Fromet qui est à la chanson Ce que Monseigneur Barbarin est à la puériculture. Effectivement, petite brève pour le... Oui, une brève pour terminer en beauté. Marseille, lors d'une descente dans une cité des quartiers nord de Marseille, donc les policiers ont découvert un panneau d'affichage indiquant le prix des marchandises des dealers, un peu comme dans un restaurant. Oui, peut-être que les dealers se préparaient à faire un dope chef. Les amateurs de jeux de mots se régalent, bien sûr. C'est leur journée. C'est la fête du jeu de mots. Daniel Thompson a la gentillesse de bien vouloir rester masqué. Elle prend un petit peu une leçon d'écriture aussi, on va pas se mentir. Daniel est avec nous et on va aborder ce premier sujet choisi et énoncé par Juliette Arnaud. Oui, alors autant en Grande-Bretagne, il y a pléthore de gens pour succéder à Elisabeth, des adultes, des enfants, des garçons, des filles, autant au Japon, faute de combattants, le futur d'une dynastie millénaire repose sur les frêles épaules d'un préado de 12 ans. Rude responsabilité, mais ça pourrait être pire. Son père pourrait ne pas le reconnaître. Qu'est-ce que j'ai fait? Un kind, on s'alluste. Un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? Vous rêvez de reconnaître cette bébé de Madame d'honneur? Mais je ne peux pas le reconnaître, je ne le connais pas. Cette fille est abandonnée. Il m'a verführt und verlassen. Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Cet enfant est un faux témoin. Warum nicht? Ich habe nicht. Elle et moi, nada, jamais, rien. Majesté, das ist eine kolossale Konspiration. Voilà. Vous aurez reconnu La Folie des Grandeurs avec Fufu, bien sûr, et Karine Schubert dans le rôle de la reine. Et en audio, ça marche très très bien. Oui, parce qu'on le voit. On le voit quand même. C'est ça qui est extraordinaire. On l'entend et on le voit. Et donc on rit, on imagine très très bien. Je peux vous dire qu'on le passe très 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 souvent. Enfin, plein d'extraits différents, mais c'est-à-dire qu'il nous accompagne tous les jours. Oui, alors Daniel, revenons-en au Japon. Est-ce que vous avez suivi cette histoire de
potentielle pas de succession. La guerre de succession, non pas d'Espagne, mais voilà, le changement. Potentiellement, il y a une dynastie millénaire qui va. Parce qu'en plus, il était apparemment -5, si j'ose dire, parce qu'elle avait 40 ans. La maman avait 40 ans, oui. Et donc, l'autre maman avait une fille, ce qui est évidemment un désastre, puisque les filles ne peuvent pas devenir impératrices, sauf si elles se marient avec l'empereur, mais c'est pas exactement la même chose d'être la femme d'eux. Puisqu'elles sont moins compétentes, rappelons quand même la donc ça, c'est n'est-ce pas, on est d'accord, bien sûr. Et donc ça doit faire une très très curieuse atmosphère de famille. En plus, apparemment, l'impératrice, donc la femme du nouvel empereur depuis hier, est en dépression nerveuse. Elle ne supporte pas la pression qui consiste à être... vous suivez de près quand même. Je suis l'actualité, mais je suis très au courant. Oui, on est assez épatés. Quand on écrit des films, il faut savoir de quoi on parle. Non, en fait, plus sérieusement, on a pensé à vous pour ce sujet parce que vous-même, vous êtes l'héritière de votre papa, comme votre fils qui écrit avec vous est votre héritier, Christopher Thompson. Et puis alors, fille ou pas, votre père vous a formé pour un métier qui à l'époque était encore un métier de garçon. Des femmes scénaristes, il n'y en avait pas tant que ça, alors que franchement, avec votre physique, parce qu'on le voit, votre physique dans ce livre, vous auriez pu vous lancer dans une carrière de comédienne. Oui, mais j'avais pas très envie, parce que j'avais vécu avec 2 comédiens toute mon enfance. Et c'est vrai que j'avais cette vision de ce métier, ce vrai métier, parce que on parle bien sûr toujours des gens qui réussissent, qui sont célèbres et qui enchaînent le théâtre, le cinéma, etc., etc. Mais en fait, la plus grande partie des gens qui font ce métier, c'est des gens qui cherchent du travail, qui sont des intermittents du spectacle. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'est exactement ça, mes parents. Ouais. Et qui attendent le coup de fil, la réponse, les castings, etc. Et qui vivent dans une insécurité permanente. Surtout que vous l'avez vécu jusque tard. Votre père, finalement, c'est au moment où il devient réalisateur qu'il commence à gagner sa vie de manière un petit peu plus régulière. Et vous êtes déjà... Enfin, vous n'êtes plus une enfant, donc vous avez connu ça. Non, mais en plus, je pense qu'on ne gagne jamais sa vie de manière régulière quand on fait ce métier, de toute façon. Donc, je pense aussi que même des gens qui réussissent formidablement dans ce métier, il y a toujours cette anxiété de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que on va continuer à me vouloir. Il y a des gens, on dit de certaines personnes, que ce soit des metteurs en scène ou des comédiens, ils font trop de films, ils travaillent trop, mais je pense que c'est non seulement bien sûr l'amour du travail, mais c'est aussi cette angoisse de se dire un jour je vais être vieux, un jour je vais être vieille, c'est encore pire pour les femmes bien sûr, et on m'appellera plus et ça va s'arrêter. Voilà, enfin en tout cas, moi, j'étais avec des parents très jeunes, parce que mes parents étaient, quand j'avais 10 ans, mes parents en avaient 30, donc c'était une atmosphère très, très jeune et très joyeuse à la maison. Mais j'étais témoin de ça. Ça m'a pas du tout donné envie de me lancer là-dedans. J'adorais cet univers du cinéma, du théâtre, qui était ce qui nous entourait du matin jusqu'au soir. Mais le devant de la scène, j'étais pas tentée. Daniel Thompson avec nous. Le livre s'appelle Gérard Houry, mon père, l'as des as, publié aux éditions de La Martinière, et il sort le 16 mai. À côté de vous, Daniel Thompson, et pour nos auditeurs, voici le moment, dites donc, accrochez-vous, de Thomas VDB. Thomas VDB, c'est moi. Et je pense, comme vous le savez tous, comme le savent tous les auditeurs, je suis quelqu'un, moi, qui est vraiment un vieux loup de mer. Moi, j'aime aller bagnoder sur les remparts de Saint-Malo, j'aime bourrer ma pipe. En pêchant au gros, en plein duel avec un espadon, et je mords dans ma chique de tabac avec mon ciré. Ouais, je peux dire que je mords fort dans ma chique. Et si comme moi vous êtes un amoureux de la mer, venez, je vous emmène aujourd'hui au fond des océans. Actualisez. C'est un mélange d'actualité et de musique. Jingle. Cette semaine, donc, on le disait tout à l'heure, des pêcheurs norvégiens ont aperçu une baleine équipée d'un harnais et d'une GoPro. Et donc, il y a de gros soupçons pour que ce soit une baleine qui fasse de l'espionnage pour les Russes. On dit que c'était peut-être une baleine qui faisait du rappel en escalade, mais franchement, ça paraîtra assez étonnant. Il n'est venu à personne l'idée que ça pouvait être une baleine qui s'était juste empêtrée dans un vieux harnais pourri qui traînait au milieu des sacs plastiques en pleine mer. Ils ont vu la baleine, ils se sont dit espion russe, ça à tous les coups c'est un espion russe, chapeau, je trouve quand même, la présence d'esprit. J'aimerais pas évidemment être à la place de la baleine qui en ce moment doit être en train de subir un interrogatoire corsé. T'étais où dans la nuit du 15 au 16 ? Alors j'imite assez mal les cris de baleine, mais... Un cochon. Il faudrait, oui, c'est un cochon baleine. Ouais.
J'ai pas pris le temps de répéter le cri de baleine, hein, quand même. Je ne croyais pas que j'ai que ça à faire de mes journées. Alors, pendant la guerre froide, déjà, les soviétiques, il faut savoir qu'ils avaient déjà dressé des phoques et des dauphins à chercher des mines ou à poser des explosifs. Enfin, voilà, faire que des trucs vraiment, qui font vraiment plaisir aux animaux, hein, qui aiment bien faire ça. Alors, comment on fait pour dresser un dauphin? C'est pas dur. Vous avez un dauphin, vous prenez du Galac. Après, vous lui dites, tiens, du Galac. Et après, le dauphin, il s'en va et il va poser les explosifs. Vous faites bien le dauphin, par exemple. Non, ça, c'est un pivert. Si vous êtes né après 1990 et que vous n'avez pas vu la pub Galac, voilà, c'est normal si vous trouvez cette blague pas marrante du tout. Alors en tout cas c'est fou, je trouve moi ce rapport qui est entre les humains et les animaux, parce que quand on les torture pas pour les manger, finalement on les manipule afin qu'ils servent notre idéologie, et on se dit vraiment c'est top. C'est-à-dire quand on n'en fait pas du pâté, on en fait des espions pour aller poser des bombes. C'est-à-dire que même quand on en fait des espions, il y a toujours un moment où on finit par en faire du pâté finalement. Hein. Allez, on peut penser que c'est un peu abusé d'utiliser un animal comme kamikaze, c'est vrai, parce que normalement un kamikaze il est un peu au courant de ce qu'il fait. C'est vrai, nous les animaux, on leur dit tiens, va là-bas, voilà, et ils y vont et paf, voilà, et, comme dirait Louis de Funès d'ailleurs, et, paf, voilà. Et ils s'en foutent, c'est vrai que les animaux, ils s'en foutent de notre idéologie, ils s'en foutent qu'on soit nazi, djihadiste ou communiste, voilà, sauf le requin marteau et le requin faucille qui sont clairement plus à gauche quand même. Et heureusement, l'homme, il sait aussi être reconnaissant envers les animaux. Je peux vous dire que récemment, j'ai vu une cérémonie où ils remettaient des médailles à des chiens policiers pour le super boulot qu'ils avaient effectué. Je me dis, mais je me posais la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment qu'ils sont contents, les chiens, qu'on leur donne une médaille? Je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment contents, à part les mémètres? Je me dis, et qui est content qu'on leur donne une médaille? Est-ce qu'une gamelle de pâle, ce serait quand même pas une façon plus logique de récompenser le chien, je pense. Dans l'armée anglaise, j'ai également vu qu'il y a une chèvre qui s'appelle William Windsor, qui avait atteint le grade d'aspirant caporal et qui a été rétrogradé suite à un comportement désobéissant et belliqueux. Une chèvre qui a été rétrogradée. Alors je me dis, est-ce que quand on organise des cérémonies pour récompenser une chèvre, puis pour la rétrograder, on peut parler pas de quelque chose qui soit de l'ordre de la perte de temps? Je pense un petit peu quand même, un minimum. Voilà, en tout cas, rien que dans les débordements qu'il y a dans l'actualité, rien que quand je vois les débordements qu'il y a eu hier, je me dis que les animaux pourraient nous aider. Si on avait un peu de jugeote à l'entrée de la Pitié-Salpêtrière, on mettrait des ours qui patrouillent à vélo. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Florian Philippot qu'il a postée hier, parce qu'il y a une vidéo qu'il faut avoir vue. Il faut raconter là. Florian Philippot, il est au balcon de la mairie de Forbach et tu sens qu'il est en train de fomenter une belle filouterie. Vraiment, il est là, il a dit au gars de la vidéo, c'est bon, ça tourne, ok. Et là, il commence sa filouterie et en fait, il dit, regardez ce que je vais faire, regardez ce que je vais faire. Et en fait, il a un drapeau français dans la main et il enlève le drapeau européen accroché à la mairie et il met son drapeau français. Et alors, il est fier de sa connerie. Juste après l'avoir mis, il est hop, voilà. Et on sent vraiment dans le hop, voilà, qu'il est très content de son truc. Et moi, je me dis, là, quand j'ai vu ça, je me dis, ça m'a donné vraiment envie. J'aimerais trop dresser un écureuil à venir remettre le drapeau européen tous les matins. Et je me dis, tous les matins, Florian Philippot, il reviendra à la mairie. À chaque fois, il devrait remettre le drapeau français. Il ne comprendra rien. Qui c'est qui a remis encore le drapeau européen? Voilà. En tout cas, on peut vraiment se demander ce qu'on deviendrait, nous, si on n'avait pas les animaux pour nous aider. Par contre, je pense que si nous, on n'était pas là, je suis sûr que les animaux, eux, ils seraient pas plus malheureux. Thomas VDB, merci. Vous parlez d'animaux, justement, votre spectacle s'appelle Bon Chien Chien. Absolument. Vous êtes en tournée dans toute la France, n'est-ce pas? Absolument, jusqu'à la fin de l'année. Toutes les formidable, profitez-en. Thomas VDB, merci beaucoup. Daniel Thompson est avec nous jusqu'à 18h, quelle chance! Allez, on en profite. Qu'est-ce qu'on écoute? Lizzo qui chante Juice. Je vous l'aurais dit, je l'ai dit. L'inverse. Je l'ai dit. Ben non. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. I be dripping so much sauce, got a bit looking like Grey Goose. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah. Blame it on my juice.
vous vous ambiancez sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, Daniel Thompson est en notre compagnie. Je voulais vous demander, quand on construit un gag, parce que autour de cette table, il y a plein de gens qui font des petites blagues qui sont écrites le matin, l'après-midi, puis hop, on les fait. Voilà, on se pose pas de questions. Quand on construit un film, on construit des gags. Le gag, il arrive à l'écran un an et demi après l'avoir conçu, écrit. Est-ce qu'on a le temps de douter, de se dire est-ce que ça va marcher à l'écran? D'abord, c'est peut-être comme vous d'ailleurs ici, on rit une fois. Après, c'est fini. Ouais. Ici, ça dépend. Ça peut se répercuter une partie de la semaine. Ne dévoilez pas le mot de cette on rit une fois, et puis le lendemain, on rit plus, mais on en parle, on analyse le truc, et puis comment on va faire, et puis est-ce que c'est vraiment bien, etc. Donc c'est vrai que le doute, tout de suite après le rire, le doute arrive. Donc, et on a la réponse dans une salle un an et demi après. En se faufilant avec Gérard Houry? Absolument, en se faufilant, et en se regardant, et en étant très très fiers quand on entendait les gens rire. Quelquefois, d'ailleurs, des choses que nous, on avait trouvé très drôles, qui tombaient à plat. Et enfin, c'est un enseignement formidable parce que ce qu'il faut, c'est écouter le public. Ouais. Et il vous serre la main quand le gag fonctionne. Le jour du gag et la fameuse séance, la séance en question, on ne sait pas. Vous l'expliquez dans le livre que va nous chroniquer tout à l'heure Clara Dupont-Mono, qui est avec nous. Il y a aussi Thomas VDB et, bien sûr, Juliette Arnaud. Guillaume Meurice. Oui, moi j'avais envie de vous parler aujourd'hui de notre nouvelle héroïne, Miss Charisme 2019, Nathalie Loiseau. La joie de vivre de Jean-Marc Ayrault, le programme de Raymond Barre et le panache d'un yaourt au bifidus pas trop actif. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir, mais maintenant on est tous fous de Nathalie. Je vois autour de la table, il y a beaucoup d'excitation. Nathalie Loiseau, regardez, tout le monde papillonne. Daniel Thompson, vous avez adapté le scénario de La Reine Margot, je crois, en vous inspirant de Nathalie Loiseau. J'ai bien lu le livre. Vous avez fait pareil avec... Pour Catherine de Médicis, n'oubliez pas. Aussi, ouais. Vous aviez fait pareil avec Belphégor et Jean-Yves Le Drian, je crois me souvenir. Et c'est vrai que tous ces gens sont inspirants. Nathalie, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui c'est l'idole de tout un peuple. Ce peuple, il s'appelle La République En Marche. Et je suis allé les voir. Ils organisent plein d'événements en vue des européennes. Et alors, quand on leur parle de Nathalie, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils sont comme des dingues. Nathalie Loiseau, alors si M. Macron m'avait demandé mon avis, au look et pour l'avoir entendu, 0 pointé. Ah merde. Non mais je voterai pour elle. Ah oui, quand même. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est En Marche, c'est pas parce qu'on met 0 pointé aux gens qu'on vote pas pour eux. Je vous rappelle qu'Aurore Berger est élu. Donc voilà. Et puis Jean-Michel Fauvergue aussi, qui a déclaré qu'il fallait oublier l'affaire Malik Oussekine. Il a d'ailleurs été félicité par le collectif Les Jeunes avec Pinochet. Mais bon, on l'a entendu, ce monsieur est pas si fan de Nathalie. Il aurait préféré qui? Je sais pas, moi, comment il s'appelle, là, le maire de Pau? Bayrou. Oui, mais il a une expérience politique. Est-ce qu'il n'a pas une expérience de défaite, surtout? Oui. Non, mais c'est pas... Je le mets pas au pinacle. Non, on va pas mettre Bayrou au pinacle, faut pas exagérer. Castaner est au pinacle, je vous le rappelle. La boîte de nuit, le pinacle, à Bandol. Soirée humanité et fermeté, 2 salles, 2 ambiances. Bon, alors là, je suis un peu mal embarqué dans mon soutien à Nathalie Loiseau. On continue avec un autre militant? Moi, je voulais Estrosi. Oui, Estrosi, qui est beaucoup plus ferme et qui est pour moi une meilleure connaissance. Qu'est-ce que vous aimez bien chez Estrosi? Il est bien. Ouais. Il a toujours suivi les idées de Nicolas Sarkozy. C'est vrai, c'est ça qui est chouette. C'est ça que j'aime bien aussi, j'avoue. C'est vrai qu'il nous manque Sarkozy à une époque où Sarkozy nous manque. Moi, des fois, je me dis finalement, Hortefeux, c'était pas mal. On peut se l'avouer maintenant. Il y avait du franc-parler. Bon, Nathalie, elle a du franc-parler aussi. Elle a dit sur France Culture, à l'ENA, j'avais l'impression d'être une Romanichel, quand même. Donc autant dire pour le prix de Django Reinhardt, bon, c'est loupé pour cette année. Qu'en pensent les militants? Elle ne devait pas avoir les codes de l'ENA, elle devait être très... Très quoi? Je sais pas, c'est quand même quelqu'un qui est simple, qui est pas... Simple comme une Romanichel? Moi, je crois un petit peu ça. Oui, c'est ça. C'est l'expression. On dit simple comme une Romanichel. C'est vrai que nous, on avait Bernard Guetta. Bon, quand il était à France Inter, on l'appelait le gitan. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est les petits surnoms qu'on donne. Parce qu'il faisait de la bonne musique aussi. On voyait bien qu'elle avait été composée par Benjamin Griveaux, mais c'était bien interprété. Alors, on va demander à une personne qui est sur la liste directement pour les européennes. Elle s'appelle Anne Massé. Qu'est-ce qu'elle en pense? C'est une femme qui est naturelle, qui peut parler aux gens et je pense les toucher. Et moi, c'est ce que j'en retiens. Elle parle avec son cœur. Voilà, elle parle pas avec son cerveau. Voilà, c'est ça qui me plaît chez elle aussi. C'est pour ça que j'hésitais avec Evangélie. Finalement, elle n'est pas sur la liste. Ça, c'est bien dommage. Parce que moi, j'aime bien les gens qui parlent avec leur cœur. Alors, c'est le cas également d'André Gattolin. Alors, lui, il est sénateur et il est membre de La République En Marche. Au Romanichel, oui, enfin, on pourrait dire saltimbanque. Moi, je dis saltimbanque, personnellement. Est-ce que saltimbanque, c'est pas plutôt une profession et Romanichel une origine Moi, je pense qu'il est important dans ce qu'on dit, c'est
Bien sûr les mots, mais les mots ils sont construits par notre culture. Voilà, et ça c'est bien rassurant, hein, c'est qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle dit en fait tout simplement. D'ailleurs quand Mediapart lui rappelle qu'elle faisait partie d'un syndicat d'extrême droite à Sciences Po, elle répond « Si j'avais voulu rester d'extrême droite, je l'aurais fait ». Excellente défense, qui n'est pas sans rappeler le PSG quand même ces derniers temps. Et figurez-vous que ce syndicat d'extrême droite, mon André, il le connaît bien. Moi, j'ai été à Sciences Po à peu près à la même période. Je savais très précisément ce qu'était l'UED. Ah, donc vous saviez que c'était un syndicat d'extrême droite ? Moi, je savais très bien. J'ai eu droit à des chants nazis en pleine nuit chez moi pour me réveiller. Voilà, mais alors comment ça se fait qu'elle ne savait pas ? Vous savez, 80% des gens qui font Sciences Po ne s'intéressent pas à la politique. Ah d'accord, ça s'intéresse pas, d'accord, ok. Ah bah voilà. Elle devait se dire, putain c'est pas mal ces chants en allemand, ça sonne pas mal dans les couloirs. Les saluts nazistes et du tai chi pour elle, ça fait la relaxation, c'est bien. Bon on est rassurés, on connaît mieux maintenant Nathalie Loiseau, l'a bien nommée, puisqu'apparemment c'est une buse. Une colossale conspiration, merci. Merci Guillaume Meurice, qui passe donc ses soirées dans les meetings La République En Marche avec Nathalie Loiseau. Quelle chance! Daniel Thompson est en notre compagnie avant d'écouter Clara Dupont-Mono nous parler du livre Gérard Houry, mon père, l'as des as. On va aborder ce deuxième sujet avec vous. Quand on a envie de comprendre, mais qu'on a aussi envie de rire, il y a la comédie sociale. Un modèle du genre, ce serait par exemple La crise de Colline Serrault, qui date de 92. Aujourd'hui, il y a les films de Kervern et Delépine ou de Louis-Julien Petit avec Discount ou Les Invisibles, dans lesquels joue Corinne Maziero. Faut-il une dose de réalité sociale pour que la comédie soit mieux considérée ? Déjà, quand il y a du fond, les acteurs ont plus de choses à dire pendant les interviews. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film alors ? L'histoire était bien. Enfin, du film, c'est vraiment oui. Et il y a un ton burlesque aussi. C'est chouette. Voilà. Ouais, on sent qu'il y a eu beaucoup de plaisir sur le tournage. Ah oui. En même temps, c'est pas forcément dans les comédies qu'on prend le plus de plaisir. C'est assez tendu, quoi. Très tendu même. Je trouve que ça se ressent à l'image, d'ailleurs, je trouve. C'est quand même un peu chiant en le regardant. Enfin, je veux dire, je peux dire que les gens, là, avec la crise des attentats, ils ont forcément envie de se taper. Bon, pardon, on va reprendre. C'est Virginie Efira dans la série de France 2, 10%. C'est pas pour mais ça de vrai. paraissait tellement réel. Daniel Thompson, comédie sociale, est-ce qu'il n'y a pas une part de pléonasme dans une... Enfin, est-ce qu'on peut faire une comédie sans partir d'une forme de réalité sociale, dans le fond ? Je crois pas. Je crois qu'effectivement qu'on peut pas. En tout cas, on peut pas faire une comédie qui est. Alors, comédie, film comique. On est dans des genres un petit peu différents. C'est un peu différent. Mais c'est vrai que la grande tradition, tout de même, justement, de la comédie sociale, elle est déjà chez Chaplin. Évidemment. Donc ça c'est vraiment quand même la base de tout. Ouais. Et c'est vrai que on est profondément ému, on rit beaucoup parce que c'est ce que les Américains appellent le slapstick, merci beaucoup. Merci bien, je sais pas ce qui m'arrive. Et c'est vrai que... Et le slapstick, c'est fantastique. Mais c'est fantastique parce que effectivement, quand les gens reçoivent une tarte à la crème dans la figure et tombent par terre, etc., que ça déclenche cette espèce de rire automatique, c'est d'autant plus efficace si 5 minutes après, tout à coup, on a les larmes qui montent et on est bouleversé parce qu'on voit un petit homme qui se fait fiche à la porte par le brave milliardaire ivre-mort qui l'a accueilli la veille. C'est le grand principe de lumière de la vie. L'un met en relief l'autre, le rire et l'émotion. Absolument. Mais ce qui est intéressant moi j'ai beaucoup aimé les films dont vous venez de parler. Et ils ont une espèce de pêche et quelque chose de très joyeux alors qu'on parle bien sûr de la misère profonde pour faire passer les choses dures, du désespoir et vraiment de quelque chose dont on est forcément très très conscient. Et je pense que ça c'est une des choses les plus efficaces finalement, parce que si on ennuie les gens et avec des sujets qui sont dramatiques, ça fait pléonasme. Alors que si on arrive à envelopper tout ça dans la comédie, bizarrement d'ailleurs, quand on parle d'ailleurs, pardon, on espère que les frères Dardenne nous écoutent. Oui, ça manque de tarte à la crème. Dans les comédies de mon père dont on a parlé, il y a quand même un tout petit peu, à mon avis, une des raisons de cette
cet énorme succès du tandem Bourvil de Funès, c'est qu'il y a quand même une différence sociale. Il y a l'homme riche ou le gangster riche ou le chef d'orchestre intellectuel qui pense dominer le brave mec, le brave homme qui est Bourvil. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Ouais. Et puis il y a la guerre, il y a le racisme, il y a le danger, il y a tout ça. Et donc je pense que c'est effectivement un moteur qu'il faut jamais oublier dans une comédie ou dans un film social. Juliette, une question. Oui. Très rapidement, vous avez traité dans votre carrière par 2 fois des choses de la religion, ce qui en France se pratique peu, avec Rabbi Jacob, la comédie, et avec Chéreau, la Reine Margot. Vous avez l'impression que c'est lequel des 2 films qui a permis aux gens de plus se faire, de revisiter l'idée même de la religion, et de ce que c'est qu'une guerre de religion, ou de ce que ça peut fabriquer? Je pense que dans Rabbi Jacob, on parle de tolérance plus que de religion. Et je pense que dans La Reine Margot, on parle d'intolérance plus que de religion. Et je crois que c'est quand même plus joyeux de parler de tolérance. Mais c'est vrai que ce sont... on n'aime pas donner des leçons, hein. Il faut surtout jamais donner des leçons. Il faut simplement pénétrer les gens et leur faire prendre conscience des choses ou pas, en voyant ces films. Mais je pense que il y a à l'intérieur de Rabbi Jacob ce message qui n'est pas un message, mais qui est vraiment une envie, un besoin de fraternité. Il y a aussi ça dans La Grande Vadrouille d'ailleurs, parce que la religion en fait elle est en dessous. C'est pas un film sur la religion finalement. Rabbi Jacob, il est pas rabbin. Ah donc, bon Non, Daniel, c'est pas juif. On va y venir justement. Clara Dupont-Mono, vous avez lu le très beau livre Gérard Houry, Mon père l'as des as, édition La Martinière. Et oui, signé de notre invité, donc Daniel Thompson, et c'est vous notre actualité. Alors en général, pardonnez-moi l'expression, Daniel Thompson, mais quand on écrit sur son parent, c'est souvent qu'il a un peu merdé. C'est-à-dire que la littérature regorge de pères absents, cogneurs, de mères maladivement abusives, de mères indignes, en bref, de sorties de route parentale. Et il arrive aussi parfois l'inverse, c'est plus rare, c'est-à-dire que la littérature, contrairement à Staline ou Guillaume Meurice au hasard, aime la nuance et veille donc aux équilibres. L'inverse, par exemple, c'est vous, Daniel Thompson, vous adoriez votre père au point que votre lien avec lui relève de la dualité. Alors, définition de la dualité par le Larousse, coexistence de 2 éléments de nature différente s'oppose à unité. L'unité serait la fusion avec votre père. Or, vous ne vous confondez pas avec lui, mais littéralement, vous coexistez avec lui. Et vous êtes même son versant féminin. Vous avez l'un et l'autre le même humour, la même mécanique de pensée. Et on voit une photo très belle dans le livre où il pose avec vous et il a la tête penchée vers vous, un peu comme s'il cherchait votre approbation. Alors des fois, il ne la trouve pas, il vous arrive de vous friter, forcément, avec votre père. Vous avez écrit 11 films ensemble, donc bien sûr, forcément, parfois ça s'affronte. Et dans ces cas-là, vous vous transformez un peu en Aliénor d'Aquitaine, vous êtes tonnante comme ça, vous gagnez souvent, et ceci est tout à fait normal. Alors, ceci dit, il y a pire comme compagnie que Gérard Houry, puisque Gérard Houry, vous le racontez très bien, il est généreux, il est donnant, il est novateur, il invente une esthétique du comique dans les années 60, ce qui était quand même très peu fréquent. Et puis surtout, il se marre. Et sur un plateau de tournage, Louis de Funès lui dira, très étonné, mais c'est très rare un metteur en scène qui rit. Et en effet, Gérard Houry est plié de rire devant les pitreries de Funès. Et du coup, votre père, il s'autorise ça, c'est-à-dire que c'est un homme en paix avec ses débordements. Ça a l'air de rien, c'est plutôt très compliqué, puisqu'on n'est jamais complètement à l'aise avec ses propres excès, en général. Et bien lui, si. Et d'ailleurs, sa deuxième femme, qui est Michel Morgan, sera au départ amoureuse de l'amour que lui porte votre père, et tant pis pour les amateurs de modération. Alors avant Michel Morgan, il a aimé votre mère, qui est Jacqueline Roman, qui cuisinait toute nue pour éviter que ses vêtements ne sentent les graillons. Moi j'appelle ça le sommet absolu de l'élégance. Elle était aussi... Je fais ça aussi. Mais je sais, oui, mais c'est moins élégant. Et elle, il se trouve qu'elle était par ailleurs totalement dépourvue de joie de vivre. Et elle a réussi quand même à vous donner, à vous, sa fille, une joie de vivre. C'est-à-dire que vos parents ont réussi à transmettre ce qu'ils n'ont pas eu. La joie de vivre pour votre mère et la valeur d'un père pour Gérard Houry, lui qui n'a pas connu le sien.
Et ça, c'est une très bonne leçon que l'on donne à tous les évangélistes de la parentalité, qui expliquent qu'une faille, qu'un chagrin, forcément, va contaminer sa descendance à tous les coups. Eh ben non, vous arrivez, vous dites, Gérard Houry, il avait grandi sans référent paternel, et pourtant, il m'en a offert un. Parce que c'est ça, finalement, l'histoire. Pas de père, donc, pour Gérard Houry, pas de travail non plus durant la guerre parce qu'il est juif, et de là, son fond d'inquiétude. Mais il n'en parle pas beaucoup, il est assez pudique. Au mieux, vous voyez surgir parfois, à votre grande surprise, certaines raideurs. Un jour, quand vous écrivez le film La Bûche, vous faites dire à l'un de vos personnages, je cite, « Oui, bon, Noël, c'est juste l'anniversaire d'un petit juif arriviste. » Et là, ce que nous on trouve drôle, mais votre père à ce moment-là, il bloque et il vous dit, ah non Daniel, tu peux pas écrire ça, c'est pas possible. Notez bien que vous l'écrivez quand même. Mais sinon, Daniel Thompson, ce qui est très touchant, c'est que vous êtes la preuve qu'on peut se construire sans être en opposition avec ses parents. Vous montrez que l'amour profond vaut parfois une grande révolte et que la paix donne finalement autant de points de repère que de renverser la table. Et ça, c'est assez rare, en tout cas assez rare pour que l'on vous remercie. Je vous redonne les références. Gérard Houry, l'As de la comédie, édition de La Martinière, en collaboration avec Jean-Pierre Lavoignat, sorti le 16 mai. Merci Clara Dupont-Moretti. Vous en parlez très bien. Je voudrais juste rectifier une toute petite chose. C'est pas que ma mère n'avait aucune joie de vivre, c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux. Ah, vous le dites, hein. C'est écrit qu'elle n'a pas de joie de vivre. J'aurais dû corriger ça, mais pourquoi j'ai laissé ça? Non, je pense pas. Il faut le lire. C'est ça que je trouve intéressant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle, d'extrêmement joyeuse, qui avait en elle un mal de vivre. Mais c'est pas la même chose. La joie de vivre, elle l'avait. Mais Et elle était d'extrême droite, comme vous le dites dans le livre aussi. Non. Mais c'est ce que vous le disiez. C'est ce qui est écrit dans le livre. Mais elle faisait effectivement la cuisine toute nue et elle mettait du Château Margaux dans ses ragoûts. Génial, la classe. Voilà, je dis, mais t'es complètement folle, pourquoi tu peux pas mettre un vin comme ça? Mais si, ce sera meilleur. Et elle avait un vêtement, c'était un turban sur ses cheveux pour pas qu'ils sentent la friture. Absolument, parce qu'elle avait des cheveux magnifiques, comme on voit d'ailleurs sur la photo qui est dans le livre. Et donc, voilà, elle était extrêmement coquette et elle voulait surtout pas avoir des odeurs de cuisine. Et elle faisait merveilleusement bien la cuisine. Donc tout ça n'allait pas ensemble et c'est ça qui en faisait un personnage assez génial. Daniel Thompson, qui sont aujourd'hui les excellents acteurs de comédie, de ceux qui font la réussite d'un film et qui excellent dans cet art qui est vraiment très très difficile et réservé à très peu de gens? Oh là là, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Ou quel est leur profil, si vous voulez pas citer de nom? Non, mais je pense tout de suite à quelqu'un comme Alex Lutz, par exemple, qui pour moi, le film d'Alex, vraiment Guy, que j'ai vu et revu, que je trouve absolument extraordinaire. Et puis, et je trouve que c'est quelqu'un qui a une espèce de talent multiple, enfin, qui va effectivement de Catherine et Liliane, en passant par ses spectacles, en passant par son film. Voilà, dans plein de registres de comédie. Oui, il y a des gens comme ça qui sont. Il y a des gens tout neufs qui arrivent. J'ai pas vu votre spectacle, mais j'aimerais bien. Ah, c'est gentil. Ah oui, il est formidable. Il est formidable. Vous seriez sur le cul. Mieux qu'à l'époque. Non, mais c'est vrai. Il y a toute une génération qui arrive. Et le comique évolue en plus. Oui. On continue, Dieu merci, et ça continue à me faire tellement de plaisir, à beaucoup rire au film de mon père, et De Funès continue à être une image permanente. Mais il y a un renouvellement dans la jeunesse. Mais il y a un renouvellement, bien sûr. Daniel Thompson, on rêverait de jouer avec vous, si vous êtes d'accord. On propose un sketch à la fin de l'émission à l'invité. Alors, le sujet. Attendez pas, là, Daniel. Il n'y a pas de piège, vous inquiétez pas. Alors, on n'a jamais autant parlé de Nathalie Loiseau que depuis qu'elle fait des bourdes énormes. Alors, son équipe de com a décidé de mettre le paquet et de faire appel à une grande scénariste de comédie pour écrire les prochaines bourdes. Daniel, vous jouerez votre propre rôle. Charline et Nathalie Loiseau, et Guillaume est le chargé de com. Bon, Nathalie, entre, je t'en prie. Ouais, je vois que ça bosse, hein. C'est bien, c'est pas du travail d'arabe. Bon, voilà, on va commencer par un petit point d'étape. Alors, la polémique sur ton passé d'extrême droite a très bien marché. Ah, ça oui. Hein, ça on a enchaîné avec les polémiques sur l'homophobie, sur les Romanichels. Oh, mais on a bien ri. Voilà, et le même jour, tu félicitais les Espagnols de Ciudadanos, alliés à l'extrême droite, pour leur résultat aux élections. Donc là, t'es au top, hein, Natou. D'accord. Attendez, là, je comprends pas très bien votre stratégie. Alors, voilà, Nathalie, je te présente Daniel Thompson, qui va nous aider pour la campagne. Enchantée, Madame Thompson. J'ai adoré votre rôle dans Shining. Non, alors, tu confonds avec Jack Nicholson, ça n'a rien à voir. Ouais, mais la boulette.
Voilà, ouais. Allez, 1 € dans la boîte à conneries. Voilà, on est à 2 doigts de financer toute la campagne avec cette boîte. Dites, ce serait pas l'heure de goûter, là, parce que j'ai un petit creux. Je mangerais bien une petite tête de nègre. Ah putain, c'est pas possible, elle s'arrête jamais. Hein. Donc l'objectif, c'est que Nathalie fasse un max de conneries, c'est ça? C'est exactement ça. À chaque polémique, les médias parlent de nous. Il n'y a pas de mauvaise publicité, hein. Il n'y a que de mauvais candidats. Voilà. Seulement là, on est un petit peu à court d'idées, quoi. Ça fait plus de 48 heures qu'elle n'a pas fait de bourde. On est ressorti des radars, quoi. Alors, dites-moi, vous voulez quel type de bourde? Alors, bon, l'homophobie, on a déjà fait. La religion aussi. Le racisme, c'est fait. Ah oui, ça réduit nettement le champ des possibles. Ouais, bon, ouais. alors, quel est votre programme pour les jours à venir? Ah, mais je vais voir un match de foot féminin ce soir. Ah ben c'est bien ça, la bourde sexiste, on n'a pas faite encore. Très bien, en sortant du stade, vous déclarez: la place des femmes n'est pas dans un stade de foot, mais dans la cuisine. C'est hyper bien. Tu notes, hein, Nathalie, ça? Oui, mais je suis crevée. Moi, je me ferais bien une petite heure à l'antillaise, là. Une heure à l'antillaise, ça veut dire quoi? Non, c'est sa façon de dire qu'elle ferait bien une sieste, en fait. Ah oui, c'est un truc qu'on disait souvent avec mes amis à Sciences Po. Je vois qu'il y a aussi une visite officielle à Bruxelles dans l'agenda. Oui, en effet, oui. La première chose que vous faites en arrivant, c'est d'aller à la messe. Non, on l'a déjà fait, ça. Ah oui, Ouais. quand même. Bon, bah, Ouais. alors, vous pouvez dire que vous êtes honoré de rencontrer le président de la République belge, par exemple. Ça, c'est bien. Ça, j'aime beaucoup, ça. Attendez, Ouais. parce que j'ai pas compris. En plus, je parle pas le belge. Ah oui, on en est là. Bon, vous ne voulez pas sillonner l'Europe pour parler du climat? Ouais. Mais en hélicoptère. Ah, pas mal l'hélicoptère. Hein. Ouais, bon, il y a Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand, ils le font déjà. Attendez, parce que je comprends pas. Mais c'est pas bien l'hélicoptère? Je comprends pas. Merci Daniel Thompson. Il nous reste quelques secondes pour vous demander si vous travaillez toujours sur le projet Rabbi Jacqueline avec le dessinateur Jules. Toujours, on travaille. Ça progresse. On travaille, Work in progress, comme on dit dans la Work Startup in Nation. progress. Chic. Daniel Thompson, merci beaucoup. On a passé un excellent moment avec vous. Et je dois dire qu'on a vraiment, sincèrement, beaucoup aimé ce livre, Gérard Houry, Mon père l'Alse des As, par Daniel Thompson avec Jean-Pierre Lavoignat, paru aux éditions La Martinière, que, chers amis de Paris, si vous êtes là dimanche à 11h au MK2 Bibliothèque, il y a une masterclass de Daniel Thompson avec Jean-Pierre Lavoignat autour de Gérard Houry. Et c'est un très beau livre et nous, on a... tous les souvenirs reviennent. C'est les archives nationales, quasiment. Voilà, on vous le dit. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Et on vous laisse le mot de la fin, Daniel Thompson. Rabbi Jacob, il est pas rabbin. Ah donc, bon Non, Daniel. Ça fait 2